Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Je rencontre pour ce premier épisode Pauline Soudi, cofondatrice et CEO de Fay, une entreprise sociale et durable à Shanghai. C'est assez paradoxal comme beaucoup de choses en Chine. Le fait de monter une entreprise, le fait de tenter l'aventure entrepreneuriale, je dirais, est très bien vu et très encouragé. Ça étonne personne qu'on puisse être étranger et monter une entreprise à Shanghai. Il y a une grosse dynamique entrepreneuriale. Par contre, en termes administratifs, c'est une autre affaire. C'est un échange que j'espère que vous trouverez aussi passionnant que moi et que j'ai souhaité séparer en deux parties. Dans cette première partie, on a pu notamment discuter de son parcours, de l'école de commerce jusqu'à son arrivée en Chine, de la création de Fay et de ses actions, tout comme son expérience d'entrepreneuse en Chine. La seconde partie, elle, est plus centrée sur la Chine, sur ses actions sur l'écologie et ses conseils pour devenir à son tour entrepreneur du changement. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Pauline Soudi, cofondatrice et CEO de Fay. Donc, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Comment vas-tu, Pauline ? Très bien, merci beaucoup. Ravie d'être là. Ravi de t'accueillir. J'espère que le confinement se passe bien en Chine et notamment à Shanghai. Comment ça s'est passé de ton côté ? Nous, on a la chance d'être sortis du confinement depuis un petit moment maintenant et même de ne jamais avoir été complètement confinés. Donc pour l'instant, je m'estime assez chanceuse. Tant mieux, c'est le principal, en espérant que ces différentes vagues restent derrière nous Voilà. sur cette crise actuelle. Du coup, moi, je vais te proposer déjà de te présenter dans un premier temps, pour comprendre un peu d'où tu viens, comprendre un peu ton parcours avant ton arrivée en Chine, avant du coup d'aller plus précisément sur la Chine et sur Fay. On pourra bien entendu beaucoup plus en discuter par la suite. Ok. Donc je m'appelle Pauline, en effet. Je suis originaire du Mans. J'ai fait une école de commerce. Je pense que c'est en école de commerce que j'ai commencé à comprendre que j'étais un petit peu perdue en termes de ce que je voulais faire plus tard. J'ai fait une prépa avant l'école de commerce et j'ai, mine de rien, bien aimé la prépa. J'ai bien aimé le fait qu'on soit tout le temps stimulé intellectuellement, qu'on soit tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses. Et je pense que l'école de commerce a été un peu ma première désillusion, de me rendre compte que au final, tout ce qu'on apprenait était très mécanique, très déconnecté de la réalité, qu'il y avait peu de réflexion portée sur le monde dans lequel on est censé être les entre guillemets managers de demain, qu'il y avait peu de réflexion donc sur le monde dans lequel on évolue et dans lequel l'entreprise évolue, peu de réflexion sur le rôle de l'entreprise et que c'était pas très très visionnaire également sur toutes les questions de développement durable et d'écologie auxquelles je pouvais être déjà sensible sans en avoir fait une vocation à ce moment-là. Après un premier stage en entreprise, en marketing, j'ai encore plus déchanté. Mais à ce stade, il y avait quand même on parlait beaucoup moins d'écologie, il y avait peu d'opportunités d'emploi dans ces secteurs et ça paraissait même pas être un métier vraiment en soi. Donc, j'ai fait évoluer mes expériences professionnelles plutôt vers l'étranger ou des startups qui pouvaient avoir une mission à impact social ou environnemental. Tu as fait tes différentes expériences où, du coup ? Quand tu me parles d'étranger, tu es parti directement en Chine ? Non, j'ai fait un premier stage en Angleterre et après j'ai fait un stage à Chicago et ensuite je suis partie en Chine. Euh, Et pendant cette période, j'ai quand même, alors je dois bien ça à l'école de commerce que j'ai fait. Il y avait un livre qui était suggéré sur les listes de livres
facultatif et dont on n'a jamais entendu parler, mais c'est quand même à eux que je dois de l'avoir acheté, qui Mhm. qui s'appelle toujours 80 hommes pour changer le monde, qui était, je pense, un des premiers tours du monde d'entrepreneurs du changement. Et là, ça a été un peu, je pense, mon premier et mon plus gros aha moment à ce jour de réaliser qu'on pouvait au final allier quand même l'aspect entrepreneurial et la mission, la contribution euh, pour l'intérêt général. Parce que jusque-là, j'étais encore un peu tiraillée entre cette impression que si on veut contribuer, si on veut avoir un impact, il faut aller du côté associatif, du côté des ONG, et si on veut faire de l'argent, il faut aller du côté du business. Donc c'était vraiment une révélation, je pense, pour moi à ce stade, de voir que c'était possible d'allier les deux et de mettre le modèle économique vraiment au service de l'intérêt général. Donc à partir de là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu plus, à voir ce qui se faisait. Je me suis engagée un petit peu à Paris avant de partir en Chine, chez Make Sense par exemple, pour pouvoir comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'était que l'entrepreneuriat social et qu'est-ce qu'on y faisait. J'étais à ce moment-là, je venais de faire un stage à Paris et je travaillais à l'incubateur 50 Partners, qui était pour le coup un incubateur. Alors depuis, ils ont développé 50 Partners Impact, mais à l'époque, c'était quand même très tech. Donc je Et du coup, excuse-moi de te couper, Pauline, cette envie d'entreprendre, elle est basée sur l'entrepreneuriat, quel que soit le secteur, ou sur l'entrepreneuriat impact? Heu, j'avais toujours cette volonté, d'aller vers l'entrepreneuriat impact, mais il n'y avait pas énormément d'opportunités et j'en avais pas trouvé, donc à défaut, je me penchais plutôt sur l'entrepreneuriat en général, puisque c'est quand même le monde des startups, un secteur que j'aimais bien. Mais en fait, au bout d'un moment, ça m'a pas suffi et j'avais l'impression, de d'avoir peu d'opportunités, en face de moi, en France. Qu'il y avait peu de choses qui voilà, peu d'opportunités en termes de carrière et l'impression de peut-être louper quelque chose si je restais, à Paris à trouver un travail peut-être dans une grosse boîte comme je pouvais l'être encouragée par ma famille, par exemple, étant donné que, je venais faire une école de commerce et que j'avais quand même un prêt à rembourser et que les gens comprenaient pas vraiment qu'est-ce qui me stoppait à juste chercher un travail, normal, je dirais, qui était celui auquel j'étais, destinée après une école, de commerce. Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, «Et si je retournais en Chine?» Sachant que lors de mon passage, en Chine, j'étais à Suzhou, mais qui était quand même très proche de Shanghai et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour, Shanghai, qui est une ville, très cosmopolite, un peu à la new-yorkaise, où il y a des gens qui viennent de partout, où tout va à 1000 à l'heure, et qui en même temps apporte ce choc culturel et ce dépaysement total lié au fait d'être en Chine. Et en plus de ça, mon école ayant un réseau assez fort en Chine et à Shanghai, il y avait beaucoup de diplômés, des gens que je connaissais qui étaient déjà là-bas, donc je partais pas totalement dans l'inconnu. Comme quoi, quand Et est-ce que on... c'est comme ça, du coup, Ouais. est-ce que c'est comme ça, du coup, que tu as pu trouver ton premier job à Shanghai via le réseau de ton école ou via d'autres Pas du manières? tout. En fait, à partir du moment où j'ai décidé de repartir en Chine, je suis tombée sur une opportunité via le groupe SOS, qui est basé à Paris, qui est un des pionniers de l'entrepreneuriat social, qui cherchait des services civiques pour les envoyer dans certaines villes du monde, faire un état des lieux de l'entrepreneuriat social un peu partout dans le monde. Et en fait, au moment où j'ai décidé de partir, je suis tombée sur une de leurs offres cherchant quelqu'un pour partir à Shanghai, faire le premier état des lieux de l'entrepreneuriat social pour eux là-bas. Donc, C'est génial. donc ouais, c'était un très bon timing. Et donc j'ai postulé, j'ai été embauchée par le groupe SOS et c'est comme ça que je suis revenue à Shanghai et dans des conditions parfaites pour ce que je voulais faire, puisque ça m'a permis de aller à la rencontre des acteurs de l'entrepreneuriat social, de voir à quel niveau de développement était l'écosystème, de comprendre quels étaient les drivers et les obstacles aussi qu'il pouvait y avoir. Donc voilà. Ok, donc ça, c'est un peu la première étape qui t'a fait aller progressivement, enfin, la première vraie expérience, disons, professionnelle sur ces sujets, du coup, d'impact
d'impact social et écologique? Exactement, ouais, c'était la première occasion de mettre en pratique, au niveau, professionnel, ce à quoi je commençais à m'intéresser depuis quelques années déjà et hem et je me suis rendu compte, pendant ces premiers mois que l'entrepreneuriat social en Chine était à un niveau très, très, vraiment un niveau de très jeune en termes de développement. Bon comme Alors un pour les peu auditeurs, simplement oui. pour les auditeurs, simplement pour remettre dans le contexte, on est en 2014, je crois, si je me trompe pas, sur ton groupe le groupe SOS et Ouais, ton expérience au sein exactement, du groupe en SOS. C'est ça? 2014. OK, très bien. Donc je pense que l'entrepreneuriat social était déjà une notion qui était moins connue à l'époque. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. À Shanghai, c'était vraiment au tout début, mais c'était mine de rien, un sujet qui devenait un peu, un qui qui devenait un petit peu hot topic, qui intéressait de plus en plus de monde. Il y avait de plus en plus d'initiatives, qui se créaient et hem et donc beaucoup d'opportunités. Après un contexte aussi très particulier, lié à la Chine, de pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat social commençait à se développer en Chine, qui est pas forcément le même que chez nous, puisque c'est beaucoup lié au fait que milieu associatif en Chine soit, vraiment corrélé avec, le gouvernement et très contrôlé par le gouvernement. Donc c'est très compliqué pour les associations, qui ne sont pas reconnues officiellement par le gouvernement, d'exister. Donc l'entrepreneuriat social est un peu un modèle qui est né d'un besoin de ces structures de pouvoir être viables financièrement. Une deuxième raison étant aussi que les Chinois ont peu de confiance, dans le système de donation et des ONG à cause de scandales qu'il y a pu avoir, de corruption, auparavant. Donc heu, donc voilà, c'était une dynamique, différente, que ce qu'on peut avoir, en France. Et juste après ton expérience au sein du groupe SOS, qu'est-ce que tu as fait? Donc pendant cette expérience avec le groupe SOS, j'ai rencontré, un Français qui venait de, créer Fay. Fay à ce stade, c'était seulement un compte WeChat. Alors un compte WeChat, pour, les gens qui n'ont jamais mis les pieds en Chine, WeChat, c'est l'équivalent un petit peu de WhatsApp, mais avec, beaucoup plus de, beaucoup plus d'options et beaucoup plus de services intégrés. On peut tout faire sur WeChat. On peut, prendre ses, tickets de train, ses tickets de cinéma, payer ses factures, payer dans tous les magasins. Hem il y a aussi ce système de compte qui est au final un peu des blogs intégrés, à WeChat, auxquels les gens peuvent s'abonner. Donc l'idée à la base, c'était de créer un compte WeChat, pour promouvoir le concept d'entrepreneuriat social en Chine, en se disant que, étant donné que voilà, c'était un sujet un peu neuf, mais qui commençait à intéresser, surtout aussi les jeunes, de pouvoir, fédérer un petit peu, une communauté un peu plus internationale. À Shanghai, il y a beaucoup, d'expats, il y a aussi beaucoup de Chinois qui sont partis à l'étranger et qui cherchent des communautés plus internationales, donc autour de ces sujets, en anglais et en fait, à partir de là, le projet a beaucoup évolué, mais c'est comme ça que ça a commencé. OK, très bien. Et du coup, après ta rencontre, avec, du coup, le créateur de Fake, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, j'ai décidé à ce moment-là, j'avais un peu le choix si je voulais rester en Chine, ça allait clairement être compliqué de trouver un travail à plein temps dans l'entrepreneuriat social, étant donné que l'écosystème était encore plus petit, qu'en France et que, je ne parlais pas couramment chinois. Donc donc j'ai commencé à m'engager, sur Fay et en fait, au moment où j'ai commencé à m'investir dans le projet, la personne qui l'avait créé est partie et donc j'ai fait le choix en fait de, continuer à développer le projet et de m'investir dans le projet et de prendre un job à côté qui était plutôt un job à mi-temps, plus pour survivre, financièrement, et avoir plus de temps pour, m'investir dans Fay et voir, là où ça allait me mener. À partir de là, ça a été, ça fait, 4 ans maintenant et donc ça a été 4 ans de on est passé par, différentes étapes. Hem, Ça a commencé, donc quand j'ai repris le projet, j'ai continué, la partie média, à publier des articles, sur le sujet, continuer aussi à fédérer un peu, l'écosystème de l'entrepreneuriat social à Shanghai, via Fay, en permettant aux différents acteurs de promouvoir, leurs, événements, leurs offres d'emploi, mais aussi leurs missions. De là, on a créé une plateforme en ligne en 2017, où l'idée c'était vraiment de
créer une vitrine en fait de l'entrepreneuriat social à Shanghai et d'avoir un endroit qui fédère un peu ces différentes initiatives. Et c'est seulement en 2019 qu'on a créé l'entreprise. Et après avoir monté cette plateforme, j'étais toujours seule sur le projet et j'avais toujours aucune idée j'avais toujours pas vraiment de projet pour rendre le projet viable financièrement. J'avais pas beaucoup de. C'était quelque chose qui s'était fait vraiment petit à petit et qui avait évolué vraiment naturellement. Et du coup, j'avais jamais vraiment réfléchi en fait à comment rendre le projet viable financièrement, parce que l'idée, ça avait toujours été de ok, comment est-ce qu'on peut contribuer plus à l'écosystème local, plus que comment est-ce que je peux faire de l'argent avec. Et en fait, en 2019, j'ai rencontré Yanni, qui est aujourd'hui ma cofondatrice, avec qui on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait rendre le projet viable financièrement pour que ce soit périn sur le long terme. Et on a créé l'entreprise. Et aujourd'hui, Fay, c'est donc devenu une entreprise qui accompagne les entreprises étrangères en Chine dans leur transformation vers une économie plus positive. Et pour faire ça, on utilise énormément le réseau qu'on a développé sur les 5 dernières années et qu'on continue de développer. C'est un petit peu la particularité de Fay, c'est que on accompagne les entreprises de 2 façons. Premièrement, en les connectant à cet écosystème de solutions à impact social environnemental. Ça se traduit par un club, un Sustainability Business Club, pour les entreprises, pour les fédérer autour de ces sujets avec des événements ou des formations régulières qui leur permettent de mutualiser les ressources, de mutualiser leurs investissements, de réfléchir aussi collectivement à qu'est-ce qu'ils peuvent faire ici en Chine. Et dans un deuxième temps, là où on agit aussi avec les entreprises, c'est sur l'aspect de l'engagement des employés. Comment est-ce qu'on peut réduire le gap entre leurs stratégies qui peuvent avoir généralement à une échelle globale, donc généralement qui a été créée en dehors de la Chine, et l'engagement de leurs employés dans cette stratégie et dans les différentes actions qu'ils veulent mener ici pour que ce soit pertinent et que les employés peuvent devenir un vrai moteur de cette stratégie au lieu d'être poussés par le haut en permanence de changer leur façon de faire sans au final vraiment comprendre quels sont les drivers pour les employés ici et qu'est-ce qui peut les rendre plutôt moteurs de la stratégie afin de bénéficier l'entreprise. Par rapport aux entreprises que tu accompagnes, tu t'appuies sur l'écosystème à Shanghai ou sur toute la Chine? Non, alors on a commencé par développer notre écosystème à Shanghai. Aujourd'hui, on l'étend sur toute la Chine. Et on essaye de se concentrer en priorité sur les solutions plutôt B2B qui peuvent répondre à des vraies problématiques des entreprises aujourd'hui et qui peuvent être mises en pratique, je dirais, rapidement. Est-ce que tu aurais des exemples d'actions sur lesquelles vous avez travaillé? Oui, alors on a pu travailler, alors aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup sur le sujet des plastiques et des alternatives aux emballages. La Chine a passé une loi, a annoncé une loi qui allait commencer à être active à partir de fin 2020 sur le bannissement des plastiques à usage unique. Donc aujourd'hui, on réfléchit avec pas mal d'entreprises sur comment remplacer leur packaging en plastique d'une façon qui soit aussi cohérente pour eux financièrement, mais qui soit aussi des bonnes solutions et pas juste une alternative au plastique. On a pu travailler avec une entreprise comme Club Med, par exemple, pour leur permettre de sourcer des goodies plus sustainable. On a aussi pu organiser, par exemple, un événement pour Kering sur la sustainable fashion pour les aider à identifier des startups dans le secteur de la sustainable fashion pour leur award qu'ils ont organisé en Chine l'année dernière. Donc, en fait, c'est toujours à chaque fois, c'est assez différent et c'est vraiment lié soit aux problématiques du moment des entreprises. Aujourd'hui, tout le monde est sur les emballages ou à des projets plutôt one shot. Et aujourd'hui, avec le club, ce qu'on propose, c'est vraiment aux entreprises d'avoir accès sur le long terme à ces solutions sans avoir à mettre en place un nouveau projet à chaque fois en partant de rien. Merci pour ce retour. J'aimerais revenir sur ton cheminement entre le moment où tu as repris Fay et la création de la structure en 2019.
Quand tu travaillais d'ailleurs en parallèle dans une autre entreprise, comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Hem, En termes de sur le niveau personnel, c'était, en fait, je pense que le plus gros challenge, c'était, plutôt de savoir, le casse-tête de savoir comment, monéta monétiser, de savoir comment monétiser, Fay. Je pense que ça a été, vraiment le plus gros challenge de cette aventure. Ça a été de comment passer d'un projet qu'on a développé, sans vraiment réfléchir à un business model, juste poussé par, une envie de, contribuer, par, une envie de contribuer à cet écosystème, d'aider les entrepreneurs sociaux, localement à, OK, maintenant il faut pouvoir, en vivre et il faut pouvoir passer à l'échelle supérieure pour avoir un impact qui soit un peu plus conséquent. On a passé une bonne année à tester, à rentrer en contact avec les entreprises, à essayer de comprendre, qu'est-ce qui les intéressait, où est-ce qu'elles étaient prêtes aussi à investir, où est-ce qu'elles étaient prêtes à pas seulement financièrement, mais du temps, des ressources. En plus, la situation a énormément évolué. Quand nous, on a commencé en 2019, début 2019, on commençait à être contacté par des entreprises. On était plutôt à un niveau de, OK, on voudrait peut-être aller planter des arbres avec nos employés parce qu'il faut qu'on fasse des choses green, parce qu'on est poussé par le siège. Mais vu que vous faites du social et de l'environnemental, évidemment, c'est gratuit. À aujourd'hui des questionnements qui sont quand même beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus liés au, au futur de l'entreprise et à son développement stratégique pour les années à venir, ce qui est ce que nous on avait en tête quand même depuis le début. Donc ça a été beaucoup de rebondissements et beaucoup de questionnements sur cette approche, sachant que ni mon associé ni moi n'avions vraiment d'expérience en termes de création d'entreprise. On n'avait ni l'une ni l'autre travaillé dans une grosse boîte auparavant, donc il y a aussi toute la question de la légitimité et de la crédibilité qu'on s'accorde, qui a été un travail de longue haleine avant de vraiment d'avoir assez confiance en nous pour faire face à une entreprise et lui expliquer que c'était stratégique pour son entreprise, que c'était possible de le faire en Chine également et tout ça. OK, et c'est comment de créer une entreprise en Chine? Je sais que tu en as pas créé, directement en France, mais quels sont tes retours sur cette partie-là? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que, enfin compliqué en termes de, enfin en termes administratifs? Est-ce que c'est, comment est-ce que c'est reçu, comment est-ce que tu es perçue en tant que Française, en Chine? Enfin quelles sont un peu quelle est ta vision sur cette partie-là? Alors c'est, assez paradoxal comme, beaucoup de choses en Chine. Le fait de monter une entreprise, le fait de tenter l'aventure entrepreneuriale, je dirais, est très bien vu, et très encouragé. Ça étonne personne qu'on puisse être étranger et monter une entreprise à Shanghai. Il y a une grosse dynamique entrepreneuriale. Par contre, en termes administratifs, c'est, une autre affaire. En tant qu'étranger en Chine, on peut monter une certaine structure qui est, heu, une structure spécialement pour les étrangers à capital entièrement étranger, ce qui est aussi assez récent quand même. Et ça s'est beaucoup quand même, c'est devenu de plus en plus simple. Après, c'est très bureaucratique, donc c'est très très long. Ça a pris, je pense, 5 mois, nous, pour monter la structure. C'est beaucoup de paperasse, c'est assez lourd aussi financièrement. Donc lourd financièrement, lourd administrativement et voilà, on peut rien faire soi-même, il faut passer par des agents pour tout et après on a ce qu'on paye en termes de résultats et de vitesse de mise en place. Et comment c'est d'entreprendre en Chine? Est-ce que tu aurais des conseils sur ce sujet? Oui, alors bon déjà, il faut préciser que Shanghai, c'est pas tout à fait la Chine. Donc Shanghai, c'est une ville vraiment à part et je pense qu'entreprendre à Shanghai, c'est assez simple dans la mesure où c'est vraiment une ville internationale et cosmopolite et même les Chinois à Shanghai ont une ouverture d'esprit qu'on va pas retrouver forcément ailleurs. Donc malgré ça, il y a des différences culturelles évidemment, mais qu'on apprend quand même très rapidement quand on arrive en Chine, aussi bien sur ce qu'on appelle l'importance du guanxi, donc l'importance du réseau et des relations assez informelles qu'on peut créer avec les gens, qui est très importante.
pour pouvoir faire du business avec quelqu'un, par exemple. Donc ça, c'est des choses quand même qu'on nous dit très rapidement. Et à Shanghai, les gens sont... Il y a quand même ce côté, comme je disais, un peu citoyen du monde, où tout le monde se retrouve ici sans être forcément de Shanghai, et donc où tout le monde est prêt à aider. Donc c'est très facile de rencontrer du monde, que ce soit des Chinois ou des étrangers. C'est très facile de rentrer en contact avec des gens avec qui on a des intérêts communs. WeChat est un outil magique pour ça. Il y a des milliers de groupes sur des sujets divers et variés. Donc c'est très facile de trouver sa communauté, de trouver son réseau lié à ses centres d'intérêt. Il y a des événements, alors moins en ce moment, mais il y a 10 événements par soir en ville, il y a des centaines d'événements par soir en ville sur tous les sujets. Il y a vraiment cette sensation que si on a envie d'essayer quelque chose, il y a juste à essayer, il y a juste à contacter quelqu'un, à demander de l'aide au bon endroit, et c'est bon, on peut le faire. Donc c'est vraiment une ville très agréable pour ça. Et même les Chinois sont en général quand même des gens très curieux, qui sont toujours intéressés de discuter, qui sont souvent prêts à aider. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est très facile au départ, je dirais, de s'intégrer. C'est très facile de rencontrer du monde. C'est très facile de comprendre comment ça marche. Faut juste pas hésiter à sortir et à aller rencontrer des gens. Ça a l'air d'être un bel environnement pour entreprendre. Ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu lorsque j'étais en échange à Berkeley, où vraiment il y avait exactement le même mindset. C'est Ouais, euh, c'est assez intéressant d'avoir ce mindset-là en Chine et plus particulièrement à Shanghai. oui, plus particulièrement à Shanghai, je pense que c'est une mentalité très similaire. Après, pour le reste de la Chine, je pense que ça peut être un peu plus compliqué, mais en même temps, à partir du moment où on va dans une ville en Chine pour entreprendre, généralement, c'est qu'il y a quand même un intérêt à aller dans cette ville, donc un réseau qui va être... Évidemment, si on veut aller entreprendre dans le fin fond de la Chine sans savoir parler chinois, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de s'intégrer, ça va être compliqué de comprendre les codes, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même une barrière de la langue et une barrière culturelle qui est très très forte. Après, je pense qu'il y a des villes en dehors de Shanghai comme Pékin, Chengdu et Shenzhen, qui sont des villes aussi très dynamiques où on peut facilement rencontrer du monde, et où il se passe quand même aussi beaucoup de choses. Par rapport aux entreprises que tu accompagnes, est-ce que tu penses que c'est une volonté à proprement parler de l'entreprise d'agir ou c'est plutôt du greenwashing? Alors, c'est une question intéressante. Je pense que c'est un peu tout l'enjeu quand on fait ce que je fais, quand on fait ce qu'on fait avec Faye, on aura, il y a toujours, en fait, il y a toujours plusieurs niveaux dans l'entreprise, et je pense que c'est assez simple quand même d'identifier les entreprises qui sont plus ou moins authentiques sur ces sujets. Je pense qu'on commence quand même tous à savoir un peu détecter les entreprises qui s'engagent vraiment, qui se sont engagées dans les premières, celles qui essayent de rattraper leur retard, euh, les entreprises qui vraiment veulent s'engager dans cette direction de façon authentique, et même si derrière il y a évidemment une vision stratégique, ça veut quand même déjà dire qu'elles ont compris euh, quels étaient les enjeux, et en quoi ne pas s'engager dans cette direction allait être un frein à leur croissance et leur succès dans le futur. Donc, euh, donc pour l'instant, on a eu la chance de travailler qu'avec des entreprises qui étaient, je dirais, on n'a jamais eu de cas de conscience de savoir si on allait travailler avec une entreprise comme Total ou Coca-Cola, par exemple. Après, pour nous, vraiment, ce sur quoi on essaye de s'arrêter, c'est les gens qu'on a en face de nous. Et je pense que c'est ce qui fait un peu tenir aussi, c'est de voir que bah, même si c'est pas toujours parfait au niveau de l'entreprise, même s'il y a des choses qui peuvent être discutables, si on a en face de nous des gens qui sont traversés par une prise de conscience, qui veulent agir, qui cherchent de façon assez euh, euh, de, qui cherchent d'une façon assez authentique à avoir un impact et à leur échelle et à changer les choses,
je trouve que ça rend les choses beaucoup plus faciles et de toute façon, généralement, en ce qui nous concerne, je pense que ça s'est jamais fait, quand on n'avait pas ce genre de personnes en face de nous et je pense qu'à un moment, on a besoin de connecter aussi avec les gens avec qui on va travailler et c'est ce qui fait que c'est plaisant et même malgré, les autres aspects un petit peu plus négatifs qu'il peut y avoir sur les entreprises, je trouve que c'est quand même important de s'attacher à l'aspect, humain des gens avec qui on va travailler. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.